Salut à tous, aujourd'hui nous allons vous parler d'un joueur assez méconnu alors que pourtant il mérite qu'on parle de lui. Voici Gary Sweater. Si sa carrière dans les années 70 fut très courte, il aura à sa façon marqué la ligue par ses différentes frasques et attitudes qui, disons-le, étaient pour le moins originales. Revenons donc sur le parcours et la vie de ce génie passé par les Cavaliers. Bon, déjà, si vous n'avez aucune idée de qui il est, c'est normal. Seulement 30 matchs joués en carrière en 1971 pour moins de 5 minutes et 2 points de moyenne dans une team en difficulté, on est loin de la superstar. Pourtant, du haut de ses 2m06, l'intérieur avait fait les beaux jours de Midwestern State University, fac dans laquelle il scorait 21 points par match, pas mal. Cela ne lui a pas suffi pour être drafté, mais à 26 ans, les dirigeants de Cleveland, à la recherche de taille, tentèrent de lui donner sa chance pour le meilleur, mais surtout pour le pire. En même temps, l'équipe venait de se construire, n'avait que très peu de talent et était prête à tenter tous les paris pour essayer de sortir la tête de l'eau. C'est donc dans ce contexte de lose le plus total que Gary Sweater a obtenu son contrat, mais on va le voir, tous les coups de poker ne sont pas toujours bons à tenter, même dans les situations les plus désespérées. 15 défaites pour commencer la saison, 27 lors des 28 premiers matchs, la franchise était au fond, mais au fond du gouffre. Ils étaient la risée de toute la ligue et même encore plus lorsque l'un de leurs joueurs, au début d'un quart-temps, s'est trompé de côté lors d'un lay-up et a scoré contre son camp. On a beau vouloir être les plus bienveillants du monde, les moqueries on les comprend. Pourtant ici on ne va pas trop parler de l'adresse catastrophique de Sweater qui avec 35% au tir et 44% au lancer franc a produit des pourcentages qui font de lui l'un des joueurs les plus maladroits all-time. À la décharge des Cavs, le scouting au début des années 70 n'était pas le même que celui d'aujourd'hui, c'est un euphémisme. Il est donc très compréhensible que parfois il y ait eu des ratés, et on les pardonne pour ça. Voilà pourquoi ce qui nous intéresse pas mal aujourd'hui, c'est ce qu'il s'est passé en dehors des terrains. C'est aussi cet aspect, en plus de son niveau incroyablement faible, qui nous laisse penser que le pivot est purement et simplement le pire joueur de toute l'histoire de la NBA. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que malgré ses bonnes stats à la fac, Sweater ne brillait pas forcément par son talent, et encore moins par son comportement. Quand l'on voit que l'un des journalistes locaux de l'époque le considérait comme l'une des personnes les plus malhonnêtes qu'il ait rencontrées dans sa vie, déjà ça classe un homme. Je traînais dans l'une de ces vieilles salles de jeu à l'époque, et c'est là que j'ai rencontré Sweater. Il passait plus de temps à parier son argent lors de parties de billard qu'à s'entraîner au basket. Mais surtout, il avait cette mauvaise habitude de ne jamais payer ses dettes lorsqu'il perdait. Ce n'était pas étonnant pour ce gars qui ne payait jamais ses repas au restaurant, avait volé plus d'albums des Beatles que ceux-ci n'en avaient jamais enregistré, et conduisait sa voiture sans jamais payer son carburant. En d'autres termes, pendant les 3 ans qu'il a passé à la fac, il a gagné la réputation d'être un tricheur, un escroc, un voleur et un menteur. Mais il était un tricheur, un escroc, un voleur et un menteur plutôt cool. Je ne sais pas pourquoi, mais j'apprécie ce gars plus que la plupart des autres gars qu'il connaissait. Je pense que j'étais suffisamment idiot moi-même pour aimer les idiots comme lui. Sauf qu'avec sa grande taille et sa puissance de Hulk, beaucoup avaient tendance à la fac à passer l'éponge sur ses débordements, mais aussi sur le fait qu'il devait du fric à tout le monde. Sur le parquet, il prenait tous les shoots possibles, et mine de rien, en tournant également à 14 rebonds de moyenne, il était une star du basket dans son université. Tout ça permet de pardonner quelques dérives. Malheureusement pour ce bon vieux Gary Sweater, sa réputation l'a quelque peu précédé, et à la sortie de la fac, il ne reçut jamais plus que de brefs essais à l'entraînement chez les pros. Alors quand il s'est aperçu que les Cavs avaient un effectif archi faible, il a pris une décision. Oui, ce qui est rigolo, c'est que c'est lui qui s'est présenté à Cleveland pour offrir ses services à l'équipe et se vendre, pas l'inverse. Le pivot a débarqué avec quelques cassettes de ses exploits à la fac pour les convaincre qu'il était l'homme de la situation pour cette team tout juste sortie de son œuf. Pas bête, surtout que ça a marché. Inclus dans le roster de pré-saison, Sweater a ensuite mis ses promesses en application, impressionnant notamment le staff lors d'un match exhibition en posant 2 contres sur un Connie Hawkins qui avec les Suns était déjà considéré comme une star de la ligue. Bon, à côté de ça, le gars avait des mains de beurre et était sacrément maladroit, mais peu importe, s'il sortait de nulle part, les dirigeants ne connaissaient rien à son propos, mais il avait des centimètres, ce qui suffisait à ce moment-là. Le problème, c'est que sa maladresse flagrante ne s'observait pas que sur le terrain. Dès le début de la pré-saison, Sweater se retrouve accidentellement enfermé à clé dans le vestiaire et manque alors tout l'échauffement avant d'être retrouvé par ses coéquipiers. Et le pire, c'est que c'est arrivé à plusieurs reprises, notamment dans les toilettes d'un avion aussi. Le mec est un boulet. Mais vous voulez connaître son move signature, il s'endormait ultra profondément n'importe où et pour de longues heures lors de la plupart des déplacements. Puis il faisait ça souvent, si bien qu'un jour l'équipe l'a complètement oublié dans l'engin, volontairement ou pas, on ne sait pas, Sweater se réveillant bien plus tard dans le hangar et un avion complètement abandonné. Une autre fois, en se réveillant brusquement d'une sieste avant un match, il s'est assommé sur une porte à côté de lui. Il a perdu connaissance et n'a pas pu participer à la rencontre. Oui, un boulet, on le répète. À d'autres reprises, il manquait carrément les décollages, arrivant bien souvent en retard, encore en raison de siestes interminables. Vous imaginez bien qu'avec une telle narcolepsie, il n'était pas très apprécié de ses coéquipiers. Mais ça encore, c'est limite mignon, sauf que si vous l'excusez,
excusez, c'est que vous ne connaissez pas encore le pire. Yes, plusieurs fois il fut accusé de voler les affaires de ses potes lorsque suite à ses soi-disant siestes involontaires, il se retrouvait seul dans le vestiaire. Faisait-il semblant de s'endormir ou de s'enfermer pour ensuite faire les poches de ses teammates? On peut se poser la question, c'est légitime. Bill Fitch, le coach de l'époque, était de toute façon très conscient de ça. Il ne supportait plus son pivot, à tel point qu'il avait décidé d'instaurer des sanctions dans son équipe. Le joueur qui perdait le plus de ballons dans un match devrait automatiquement partager la chambre de Sweater lors du road trip suivant. Sympa, le mec était un pestiféré. Pourtant, même si tous ces éléments étaient connus avant même le coup d'envoi de la saison, les Cavs ont décidé de le conserver, quand on vous dit qu'ils étaient désespérés. Sauf que les choses sont par la suite allées encore plus loin, parce que oui, c'est possible. Lorsque la saison a commencé, Sweater a pris l'habitude d'aller parler aux dirigeants des autres équipes pendant les matchs, non pas pour choper des infos secrètes, mais plutôt pour se vendre. Pas fou le gars, s'il avait moyen de choper un plus gros chèque ailleurs et de repartir de zéro avec de nouveaux coéquipiers, il le fera sans remords. Mécontent de son temps de jeu, il ne se cachait même plus quand il allait parler au coach adverse, notamment Dolph Chase des Buffalo Braves. Une fois pendant le match, il était sur le terrain et il s'est approché de moi. Il m'a dit « Hé Dolph, ça ne t'intéresserait pas de signer un grand pivot blanc comme moi ?» Je ne savais même pas quoi répondre. Sweater était un malin, enfin malin c'est vite dit. Pour tenter de gagner des minutes et des dollars par la même occasion sur son contrat, il aimait appeler la réception des hôtels dans lesquels l'équipe était logée et demander à parler à Jim Lessig, assistant. Il se faisait alors passer pour un fan dégoûté que Sweater ne joue pas plus et demandait à transmettre le message au coach. Bon, il aurait sûrement dû mieux transformer sa voix car il ne lui fallut que peu de temps pour se faire griller par l'assistant en question. Puis en vrai c'était difficile de lui donner du temps de jeu. Ok, il avait la taille, le poids et la force, mais c'était à peu près tout. Jamais il ne s'est entraîné pour progresser, ne misant que sur ses outils qui à ses yeux étaient largement suffisants pour être considéré comme une star. Sauf que ces joueurs-là, souvent trop prétentieux, on les connaît. Pour eux, souvent, ça finit mal. Et Sweater n'échappa pas à cette règle. Pour continuer dans les anecdotes, sachez que juste à côté de la salle des Cavs, il y avait une maison funéraire. Un jour, Sweater s'y est pointé, demandant à parler au directeur et expliquant que l'un des membres de sa famille venait de décéder. Il venait soi-disant pour acheter un cercueil, mais avant, il avait absolument besoin d'utiliser le téléphone pour informer ses proches. Il demande alors à être seul, ce que l'on peut comprendre dans ce genre de situation, sauf que tout n'était que mensonge. À ce moment-là, Sweater a juste contacté absolument toutes les autres équipes NBA pour se vendre, trouver un autre contrat et obtenir des minutes ailleurs qu'à Cleveland. Le gars, qui commençait déjà à avoir sa petite réputation dans la ligue, n'avait peur de rien définitivement. Quelques jours plus tard, le directeur des pompes funèbres se pointe dans le bureau des dirigeants des Cavs avec la facture téléphonique dans la main. Le montant s'élevait à $700, rien que ça. Ça commence à faire beaucoup, non? Évidemment que si. Et pourtant, Sweater était toujours dans l'équipe. Mais un jour, eut lieu la goutte d'eau qui fit déborder le vase. C'est Bob Dyer, journaliste pour le Akron Beacon Journal, qui la raconte. Même si Sweater est probablement le pire joueur de l'histoire des Cavs, il eut finalement sa chance à un moment dans la saison face aux Braves à Buffalo. Il était vraiment mauvais d'un point de vue basket, mais les Cavs avaient tellement de joueurs blessés que le coach l'a propulsé en tant que titulaire. Quelques secondes avant l'entre-deux, Fitch décida de réunir ses starters afin de leur donner les dernières consignes défensives, mais il a vite remarqué que Sweater n'était plus là. Dans un premier temps, il a cru que celui-ci s'était encore enfermé dans le vestiaire, mais ce n'était pas le cas. L'équipe l'a finalement retrouvé devant le stade, un stand de bouffe, portant son short et son maillot, avec un hot dog dans une main et une bière dans l'autre. À la fin du match, les Cavaliers, qui avaient tout de même un peu de fierté, ont décidé de le couper. Au final, vous vous en doutez bien, ce match, il ne l'a pas débuté, même s'il a quand même passé 4 minutes sur le terrain pour 0 point marqué. En y réfléchissant, tout ça reste quand même lunaire, alors que le gars toute sa vie réclamait du temps de jeu, lui qui jusque-là n'avait jamais passé plus de 14 minutes sur un terrain lors d'un seul et même match, il a gâché ce qui représentait sa seule et unique occasion. Comment disparaître de la sorte quand tu es un minimum professionnel pour aller bouffer un hot dog et boire une bière lorsque enfin tu es titulaire et que tu es attendu sur le terrain? À croire qu'il le faisait exprès, et puis le professionnalisme, vous l'avez compris, hein, ce n'est pas ce qui définissait le mieux ce joueur. Bon, maintenant, comme dans toutes les histoires, dans toutes les légendes, il y a un peu de flou autour de ce récit. En effet, il suffit de regarder Basketball Référence pour s'apercevoir que le dernier match de Sweater eut lieu contre Milwaukee, et non pas Buffalo. Pourtant, tout le monde l'affirme, l'incident du hot dog, c'était contre les Braves, que les Cavs avaient affronté 2 semaines plus tôt. À croire donc que les dirigeants de Cleveland lui ont laissé encore 7 matchs avant de prendre leur décision définitive. Une autre théorie affirme que Sweater avait bel et bien été cut suite au match contre Buffalo, mais a ensuite refusé de partir. Il a donc négocié au plus grand désespoir de Bill Fitch pour qu'on lui laisse une dernière chance. Mais bon, il fallait se rendre à l'évidence, même du côté de Sweater. Sa carrière à Cleveland touchait à sa fin, ça se sentait venir depuis longtemps. Du coup, devinez quel était son but lors de ses derniers jours dans l'Ohio. Il était simple, ramasser un maximum de fric de la part de la franchise avant de disparaître. C'est ainsi qu'il a mis son plan à exécution. Après s'être fait couper, il est allé dans le centre de la ville pour récupérer sa paye. Sur chemin, il s'est arrêté au One & Roses Bar, qui le soir était un lieu où les prostituées aimaient passer du temps. Il a alors demandé si l'une d'entre elles voulait se faire $50, non pas pour une prestation sexuelle, mais plutôt pour l'accompagner dans le bureau des Cavs et se faire passer pour sa femme. Cela lui permettait de se faire rembourser les frais de déplacement pour elle aussi sur les précédents road trips.
Fitch est arrivé, a regardé cette femme, a compris et a poussé Sweater dans l'escalier jusqu'à l'envoyer hors de la salle sur Euclid Avenue. Il est un véritable génie qui a définitivement réussi à faire sortir son coach de ses gonds. L'assistant des Cavs, Jim Lessing, celui auprès de qui Sweater se faisait passer pour un fan, raconte que le pivot l'a ensuite appelé chez lui tous les soirs pour qu'on lui redonne encore une dernière chance. Il renouvelait parfois ses appels jusqu'à 2h du mat et Lessing devait faire décrocher sa femme qui faisait croire qu'il était absent, un vrai forceur. Le souci, c'est qu'en parallèle, le Sun-Times, un journal de Chicago, s'était amusé à récapituler tous les exploits extrasportifs du pivot, et il y en avait. Vous vous en doutez, avec ça, la réputation de Sweater était définitivement foutu. Il n'avait désormais plus aucune chance de signer, ni pour les Cavs, ni pour n'importe quelle autre franchise NBA. Ça ne l'a pas empêché de toutes les contacter pour obtenir un try-out, mais rien à faire, l'article avait déjà fait le tour du pays. Sa carrière NBA s'est donc terminée pour de bon avec un bilan catastrophique de 1 victoire pour 29 défaites, et lors de la seule win de sa vie, Sweater ne joua que 4 minutes pour aucun point et 3 fautes personnelles, balèze. Il participa ensuite à quelques matchs exhibition dans les ligues mineures, mais fut coupé pour le même genre de comportement à la mi-temps de son premier match officiel en saison. Mais ça ne lui a pas suffi pour abandonner son rêve de NBA. Tex Winter, qui coachait à l'époque les Houston Rockets, raconte qu'il n'en pouvait plus de voir quotidiennement ce gars débarquer dans son bureau pour trouver un job. Il l'a renvoyé à au moins 4 reprises assez violemment jusqu'à devoir lui envoyer un courrier avec tout simplement écrit « Don't come back », ne reviens pas. Plus persona non grata que Gary Sweater, tu meurs. Les dernières traces qui font surface concernant le pivot en tant que basketteur prennent place au Mexique, mais a priori, encore une fois, ça n'a pas duré. Ceci dit, Sweater a encore fait parler de lui plus tard, mais pas dans le monde de la balle orange, plutôt dans la rubrique nécrologie. Après sa carrière de basketteur, il est revenu à ce qu'il savait faire de mieux, c'est-à-dire récupérer du fric de façon malhonnête, monter des arnaques et se retrouver dans toutes sortes de problèmes. En octobre 1992, il a fini par se faire tirer dessus par des gangsters, à qui il devait du pognon, 275 $ de ce qu'il se dit, pour une histoire de Paris, les gars ne plaisantaient pas. Ils sont allés le chercher dans un restaurant, l'ont kidnappé, l'ont traîné dans un bois et lui ont tiré dessus à bout portant. Triste. Le tireur s'est fait attraper 1 an plus tard et a pris perpétuité. Maintenant, même si c'est compliqué à dire, pouvait-on imaginer une autre fin pour ce gars qui toute sa vie a essayé de la faire à l'envers à tout le monde? Pas sûr. Quoi qu'il en soit, rappelez-vous de ce nom, Gary Sweater. Et si vous pestez contre tel ou tel joueur de votre équipe favorite que vous trouvez trop nul, rappelez-vous qu'il y a eu bien pire dans l'histoire NBA, même si ça n'a duré que 30 matchs. Avant de partir, pensez à vous abonner à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme afin d'obtenir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent juste sous vos yeux.